C'est la voix très émouvante de Janko Zuckerman en train de prier. Janko Zuckerman qui vient de nous quitter et qui était l'un des derniers survivants de la Shoah en Roumanie. Pour évoquer sa mémoire, Nelou Cohn est avec nous. Nelou, bonjour. Bonjour Lise. Alors, Nelou Cohn, vous êtes directeur d'antenne de Radio J, scénariste, documentariste. Et donc, Janko Zuckerman était au cœur de votre dernier film, La mort en face, le pogrom de Iași. Iași où vous êtes né, je crois. Exact, c'est ma ville natale, c'est la ville natale de ma mère aussi, et ma mère qui est survivante aussi de cette période, de ce pogrom. Oui, alors ce film, donc on en a déjà parlé, mais il est toujours bon de rappeler aux auditrices et aux auditeurs comment et pourquoi vous avez conçu ce film et le rôle de Janko Zuckerman au sein de votre film. Au moment où j'ai commencé à travailler sur le film, j'ai d'abord trouvé des survivants de ces événements tragiques en Israël. Et ensuite, je pensais pas qu'il y avait encore des survivants en Roumanie. Je suis parti en Roumanie, je les ai cherchés, on m'a beaucoup aidé, et j'en ai trouvé 3, parmi lesquels Janko. Janko, c'est le premier que j'ai rencontré. Et je m'attendais pas du tout, au moment où je l'ai rencontré, il devait avoir 94 ans. Et j'ai rencontré quelqu'un, très vite on oubliait son âge parce que c'était quelqu'un de très dynamique et qui a eu une vie exceptionnelle. Après ces événements tragiques, on pourra revenir tout à l'heure. Bien sûr. Rappeler aux auditeurs ce qui s'est passé à ce moment-là. Il était à la retraite, vous imaginez bien. Il a fait une très belle carrière du temps des communistes en Roumanie. D'ailleurs, il y a une anecdote intéressante. Toute sa famille est partie en Israël. C'est le seul ses sœurs sont parties en Israël. Lui, il est resté en Roumanie. Et quand je lui ai posé la question, mais d'abord, pourquoi tu n'es pas parti? Et le fait qu'ils soient tous partis, est-ce que ça n'a pas nuit à à ton travail? Oui. Il a eu un poste assez élevé au ministère de l'Agriculture. Il était un ingénieur. Et il m'a dit, moi aussi, je me suis posé la question. Et des années après, quand le régime communiste est tombé, il a rencontré quelqu'un qui travaillait au ministère. Il lui a posé la question, il dit, pourquoi on m'a jamais viré, en fait? Et on lui a dit, écoute, on virait les gens qui avaient de la famille en Israël. Mais toi, tu faisais partie d'une petite liste de personnes indispensables au ministère. C'est pour ça qu'on t'a pas viré. C'est incroyable. C'est incroyable. Et en plus, il a jamais adhéré au Parti communiste. Qu'en Roumanie, on pouvait pas faire une vraie carrière sans adhérer. Bien sûr. Mais c'était pas un opposant non plus. C'était quelqu'un qui aimait tout simplement la vie. Il aimait les bons vins. Et on est devenus, donc je reviens. Vous en avez profité ensemble. Je reviens justement. On s'est connus. Donc je l'ai enregistré. J'ai enregistré son témoignage. On s'est vu plusieurs fois. Je dois avoir facilement une quinzaine d'heures d'enregistrement avec lui. Et c'est pour ça, l'enregistrement qu'on vient d'entendre, je lui ai dit, je lui ai demandé, est-ce que tu te rappelles il n'était pas anti-religieux, mais il n'était pas religieux non plus. Mais il a eu une éducation religieuse. Donc, je lui ai dit, est-ce que tu te rappelles des prières de ton enfance? Il a dit, bien sûr. Et c'est ce qu'on a entendu. Ce qu'on a entendu, c'est des prières dont il se rappelle très bien. Et à la fin de notre entretien, Lise, on va écouter aussi, il chante une chanson qu'il aimait quand il était enfant. Alors, on l'écoutera tout à l'heure. Tout à l'heure, à la fin, oui. Ce qui m'a touché, c'est que, comme on dit chez nous, la presse nationale a évoqué sa mémoire. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Je suis très touché, mais il le méritait amplement, et c'est quelqu'un qui a consacré toutes ces années, depuis 25 ans, à rencontrer non seulement des hommes politiques, mais beaucoup d'étudiants et beaucoup de lycéens. Il passait son temps à donner des conférences et à raconter témoigner ce qui s'est passé. Par quoi je veux rappeler ce pogrom terrible. Nous sommes en 1941, juin 41.
29 juin, au moment où le programme a eu lieu, à Iași, la conférence de Wannsee n'a pas encore eu lieu. Ça veut dire que la solution finale n'est pas encore décidée par l'Allemagne. C'est pour ça qu'on parle aussi de pogrom. C'était avant Wannsee. Et ça, c'est important de le préciser. Voilà, c'est le premier massacre de masse des Juifs de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Il y a eu près de 15 000 Juifs qui ont été tués en espace de quelques jours, en fait de 48 heures. Par différents moyens. Dans une ville, ma ville, où à l'époque, la communauté juive représentait près de 50% de la population. Une ville de 100 000 habitants. Oui. C'était une grande ville à l'époque. Aujourd'hui aussi. Une fois que les gens, en fait, comment ça s'est passé, je vais faire court. Ça m'est toujours difficile. Non, mais on a le temps, ça va. Au moment où des Juifs, des hommes, on a demandé aux hommes entre 16 et 50 ans de venir à la préfecture. Ça a commencé, les rafles d'hommes ont commencé dimanche matin, un dimanche, et fait intéressant, l'administration qui ne travaille pas le dimanche travaillait ce dimanche-là. Oui. Donc, ce massacre a été perpétré par les autorités. Ça a été commandé, c'était la mairie, c'était la gendarmerie et l'armée et la population. C'est pour ça que à la fois on peut parler et d'un massacre et d'un pogrom. Un pogrom en général, c'est pas les autorités laissent faire. Là, c'est spontané entre guillemets. Voilà. Ça a été préparé depuis plusieurs semaines. Là, non. Oui. La preuve, c'est que 15 jours avant, la mairie a ordonné à des Juifs qui effectuaient un travail obligatoire de creuser une tombe au cimetière juif, et les architectes, je mets des guillemets, de la mairie, ont donné les dimensions de cette fosse commune au cimetière juif, qui était de 30 mètres sur 15 et de 2 mètres de profondeur. Oui. Et vous imaginez, ça a été creusé 10 jours avant. Eh bien, bon, nous sommes donc ce tragique dimanche. Les Juifs sont entassés dans la cour de la préfecture. Vers 11h du matin, ils décident, un gendarme décide de libérer des Juifs. On pense qu'il y a plusieurs centaines qui ont été libérés. On leur a donné un papier sur lequel il y avait un tampon de la préfecture avec un mot écrit à la main, libre, liber en romain. Et on leur a dit, voilà, si vous présentez ce papier, on vous arrête pas. Les Juifs qui n'auront pas ce papier sur eux vont être exécutés sur le champ. Donc beaucoup de Juifs sont rentrés chez eux, dans leur quartier, et quand les autres Juifs ont appris, il y a des centaines de Juifs qui sont présentés spontanément à la préfecture pour avoir ce papier, ce qui était un piège. Ouais, c'est affreux. C'est affreux. Et vers 13-14 heures, dans la cour de la préfecture, on considère qu'à ce moment-là, il devait y avoir entre 6 et 8 000 Juifs qui étaient entassés. La cour n'était pas si grande que ça. Et là, ils ont décidé, les militaires, de tirer dans le tas. Donc, vous imaginez les scènes d'apocalypse, oui, où les gens sont tous... On tire dans le tas, tout simplement. C'est une boucherie, c'est atroce. Ouais. Et là, il y a un épisode qui nous rappelle une histoire récente, vous allez comprendre. Des Juifs sautent il y a un mur en pierre qui fait à peu près 2 mètres d'eau. Beaucoup de Juifs se précipitent pour l'escalader et sauter, aller de l'autre côté. Beaucoup sont tués, mais ceux qui arrivent de l'autre côté, parce que vous imaginez autant de milliers de gens, ça tirait en fait, on visait pas les gens, on visait dans le tas. Il faut dire que l'armée s'est positionnée tout autour du pâté de maison pour être sûr que des Juifs s'échappent pas. Oui. Quand ces Juifs-là sont passés de l'autre côté du mur, il y avait un cinéma qui s'appelait Sidoli. Et ils sont rentrés dans le cinéma, mais de l'autre côté, le cinéma était fermé. Ils sont rentrés par l'entrée derrière. D'accord. Et là, donc ils étaient dans une souricière pratiquement. Il y a 400 Juifs qui ont été tués à bout portant dans le cinéma. C'est pour ça que ça rappelle des choses. Bien sûr. Ça rappelle le Bataclan en fait. Ouais.
Voilà. Ceux qui ont survécu à cette tuerie qui a duré à peu près 2 heures. Parce que ça tirait, ça s'arrêtait, Oui. ça tirait, ça s'arrêtait. Vous imaginez les cris, Oui, les oui. gens qui étaient blessés. On n'ose même les pas mourants. imaginer. Oui. Entre-temps, les Juifs arrivaient encore. Le soir, on a amené plusieurs milliers de Juifs vers la gare, qui se trouve à peu près à 2 kilomètres de là. Ils ont été tous obligés de se coucher par terre devant la gare. Juste détail, devant la gare, à l'époque, il y avait des voitures à cheval. Oui. Donc, vous vous imaginez l'ambiance des touristes, des voyageurs qui arrivaient Oui. et qui voyaient les gens couchés par terre. Couché par terre. Terrible. Plusieurs milliers. Oui. Ensuite, dans la matinée, il y a 2 trains qui sont partis d'Eyash, avec un train qui a erré pendant 6 jours et un deuxième train dans lequel Yankou se trouvait. Un train qui a parcouru 24 kilomètres en 8 heures. Ah oui. Sachant que nous sommes le 30 juin, qu'il y avait une chaleur caniculaire. Dans son wagon, il y avait 137 personnes. Il faut savoir que normalement, dans un wagon, c'était un wagon à bestiaux. Hein. Oui, oui, bah oui. Normalement, on ne pouvait pas mettre plus de... Quand c'était des soldats, parce que Oui. qu'on transportait par ce genre de train, on mettait autour de 30 personnes. Là, il y avait 137, donc ils étaient tous les uns serrés contre les autres. Au bout de 8 heures et de 24 kilomètres, 8 étaient en vie, dont lui. C'est incroyable. Quand ils sont arrivés, en fait, quand les portes du wagon sont ouvertes, il y avait d'autres gendarmes qui les attendaient, et ceux qui étaient à l'intérieur ne voulaient pas sortir. Oui. Ceux qui étaient encore vivants. Bah oui. Puisque ils se disaient, ils ne savaient pas s'ils pouvaient sortir, s'ils devaient sortir, s'ils allaient être tués, Oui, oui. etc. Bah oui. Et en fait, après, vous imaginez les scènes, on a tous Je ces ne peux même pas cadavres. m'imaginer la scène tellement c'est insoutenable. Donc, il a survécu à tout ça. Oui. Ensuite, ils sont restés dans ce petit village, qui était un village juif à l'époque. Il s'appelle Pau-du-Loyer. Il y a beaucoup d'intellectuels qui sont nés là. Il y avait des écoles, il y avait des synagogues. Donc, on a demandé à la population juive d'accueillir les survivants. Dans ce train, il y avait au départ 1900 juifs, 1902 pour être précis. Il y a eu 708 survivants au bout de 8 heures. C'est affreux. Bah oui. Et ces 708 sont restés, donc nous sommes le 30 juin, ils sont restés jusqu'à novembre à peu près. Quand il est arrivé chez la famille qui l'a accueilli, quand il est arrivé dans la famille qui l'a accueilli, en fait, ils étaient 4. Ils se sont vus dans une glace et il s'est pas reconnu lui-même. Parce Bah que oui, forcément. physiquement, voilà. Donc, C'est quelqu'un dont Jan on va... Kutzukerman, Oui. on parlera. Il est c'est un des personnages principaux de mon documentaire qui a Oui. été diffusé l'année dernière sur France 3 en janvier. Et j'espère qu'on pourra le voir bientôt quand les salles vont ouvrir. On peut le voir sur les réseaux, sur Internet, sur tout ça. Non, sur YouTube. pas pour le moment. D'accord. Ben, la seconde où on pourra, vous serez avec nous en studio. Nelou Cohn, on va se quitter sur la voix de Yankou Tsukerman. Voilà, un des enregistrements où je lui ai demandé tout simplement de fredonner Oui. un chant de De son enfance. De son enfance. Merci beaucoup. Merci Lise. Au revoir.